Bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs. Bienvenue à notre 4e live aujourd'hui. Donc, alors cette fois, je suis avec Skander. Bonjour Skander. Bonjour. Amina. Bonjour Amina. Bonjour Mélik. Myriam. Bonjour. Shadé. Bonjour Mélik. Et Racine. Salut Mélik. Salut tout le monde. Donc, salut à vous aussi, chers auditeurs. Alors, on va commencer tout de suite pour pas changer avec le fil d'actu d'Amina Skander. Je vous laisse la parole. Allez-y. Bonjour Mélik. Bonjour Skander. Bonjour Amina. Bonjour Mélik. Voici ce que l'on pouvait dire dans l'actualité de ce vendredi 30 novembre 2012. Dans le monde, l'Assemblée générale de l'ONU a accordé à la Palestine le statut d'État observateur, non membre des Nations unies, jeudi 29 novembre. Des festivités se sont poursuivies toute la nuit derrière en Palestine. Dans le reste de l'actualité, Dominique Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui l'accusait d'agression sexuelle à New York, serait parvenue à un accord financier qui, s'il est signé, mettra fin à 18 mois d'une formidable saga judiciaire aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn devrait verser 6 millions de dollars à son accusatrice, d'après les dires de ses proches. France, l'ex-garde des Sceaux, Rachida Dati, a défendu aujourd'hui, vendredi, l'organisation d'un référendum pour sortir de l'impasse à l'UMP. L'ancien ministre Alain Joyandet, pro-Fillon, a de son côté proposé vendredi de garder à la tête de l'UMP Jean-François Copé, même s'il a été mal élu, et de revoter dans un an. Tunisie, le président Mansour Marzouki va s'adresser à la nation ce soir vendredi, après les graves violences qui ont opposé à Celiena 3 jours durant, manifestants et policiers. Le bilan fait état de plus de 100 blessés graves. Les manifestations des habitants de la région continuent. Dans l'actualité du lycée, on a reçu hier au CDI la visite du journaliste Hatem Bouriel, qui a été interviewé par les élèves de l'enseignement d'exploration littérature et société seconde et par nous-mêmes. On y reviendra plus tard avec Gaston. On passe maintenant à la minute insolite. Tout le monde a regardé ou entendu parler de la vidéo de la petite fille dans l'ascenseur. Elle a déjà été visionnée par plus de 5 millions de fois, plus de 5 millions de personnes. Elle est tournée pour l'émission Silvio Santos au Brésil, un pays qui compte énormément de croyants. Cette vidéo digne de The Ring ou de The Grudge, bref, d'un film d'horreur, a bouleversé les employés et les visiteurs de cette entreprise. Comme nous tous, lorsque nous montons dans un ascenseur, les futurs piégés jettent un coup d'œil au miroir, se recoiffent, ajustent leurs vestes, discutent du beau temps et ne font plus rien, car ils sont plongés dans le noir le plus complet. En caméra infrarouge, on les voit pianoter avec frénésie sur les boutons de l'ascenseur et déjà un peu paniqués. Mais ce n'est rien comparé à ce qui les attend. Quand la lumière revient, une invitée surprise s'est glissée dans l'espace réduit. Un être diabolique, au teint cadavérique, aux cheveux hirsutes, vêtu d'une longue robe blanche et tenant dans ses bras une poupée, est plantée à leur côté. Si au début la fillette possédée ne dit rien et que certains tentent de rester de marbre face à cette apparition, c'est la panique générale quand la gamine se met à hurler. Les femmes ont tendance à crier plus fort, les hommes à se planquer derrière ce qu'ils trouvent, mais en tous les cas, tous essaient d'échapper à la vue de la fillette. Comme dans les films, le meilleur passage est à la fin. C'était ce que l'on pouvait dire dans l'actualité de ce vendredi 30 novembre 2012. Merci. Merci Amina et Skander. Alors aujourd'hui, on n'aura pas d'explication de Gaston. Il va nous faire un article un petit peu plus original. Alors vas-y, Racine, fais-nous découvrir ce que t'as. Alors oui, en effet, j'ai eu le plaisir de faire l'interview de Hatem Bourial. C'est un journaliste à Tunis Hebdo. Il a occupé plusieurs fonctions avant. C'était un très grand journaliste tunisien. Il a été reçu à PMF par le club journal et on m'a accordé 10 minutes pour faire une interview. Et quand est-ce qu'il est venu? Il est venu hier, donc c'était jeudi. Jeudi, on le combien? 29. Voilà, jeudi 29. Voilà. Ouais. Donc je vous laisse profiter de cette interview que j'ai réalisée. Alors bonjour Hatem, vous êtes un journaliste de presse et de radio. Est-ce que vous pouvez nous définir votre métier en quelques mots? Oui, alors le métier de journaliste, c'est d'abord de collecter, de réunir l'information et ensuite de la présenter tout en lui ajoutant un commentaire.
Donc à la base, c'est cela. Et bien entendu, au fil des ans, avec l'acquisition de l'expérience, on se spécialise dans ceci ou dans cela. Il y a des journalistes qui restent reporters, c'est-à-dire qui vont sur le terrain pour collecter l'information. Il y en a d'autres qui resteront au bureau. On dirait que ce sont des journalistes de desk qui, eux, traiteront cette information, lui apporteront commentaires et analyses. Et puis, il y a aussi le travail des éditorialistes qui consistera à informer cette information, à lui donner une forme où il y a beaucoup de commentaires. Et ceci permettra au lecteur de se faire une idée à partir d'un angle de vue précis. Il n'y a donc pas un journaliste, mais des journalismes. Absolument. Alors on peut, pour faire vite, dire qu'il y a d'abord le journalisme d'agence, celui qui consiste à aller au plus près du terrain le plus rapidement possible. Il y a aussi le journalisme tel qu'il est pratiqué dans les quotidiens, qui est un journalisme à vif, puisqu'on travaille assez rapidement. Il y a un journalisme plus analytique, avec les hebdomadaires ou encore les mensuels. Et bien entendu, il y a différentes catégories de journalistes qui vont du reporter au grand reporter. Et le grand reporter sera celui qui réalisera des enquêtes ou bien des reportages qui le mèneront vers les points chauds à travers la planète. Et est-ce que ce travail apporte du stress? Est-ce c'est un métier stressant ou? Oui, c'est un métier stressant, mais c'est un stress qui se traduit comme étant un stress positif, si je me permettre, dans le sens où on va faire quelque chose, on ne sait pas de quoi demain ou même tout à l'heure sera exactement fait, on va toujours à la découverte de quelque chose de nouveau qu'on va rapporter sur son média, et donc c'est un travail où on se renouvelle sans arrêt. C'est un peu comme un professeur avec sa classe, il n'a pas la même classe chaque année, même s'il a le même cours. Le journaliste n'a jamais le même cours, ni la même classe en quelque sorte, même si, lorsqu'il reste sur le même média, il crée une sorte de rapport de fidélité avec son lectorat. D'accord. Et est-ce qu'il faut des qualités différentes entre pour faire de la presse et pour faire de la radio? Est-ce qu'il faut des qualités différentes? Oui, il faut à la base la même qualité, c'est-à-dire ce qui fait le socle de tout travail journalistique, mais ensuite pour la radio, il faut faire plus vite la synthèse, il faut peaufiner encore plus la présentation, il faut trouver un style, puisqu'il est oral, qui soit persuasif, alors que pour la presse écrite, il y a quand même une distance qui est plus grande. Le journalisme radio est très différent quand même, et les plumes de la radio valent bien celles de la presse écrite, mais en même temps l'exercice n'est pas exactement le même. C'est impossible d'être neutre quand on fait de la radio, donc. C'est difficile de rester neutre, mais on doit l'être. C'est ça le plus important, parce que le travail du journaliste, c'est un travail de médiation. Et la médiation véritable est une médiation qui se fait dans la neutralité. On peut, pour simplifier, dire que le journaliste est comme un catalyseur qui doit se dissoudre complètement dans le fait qu'il rapporte. Le journaliste n'existe pas, c'est le fait qui existe, qui est le plus important. Mais dès que l'on fait du commentaire, là, le journaliste existe, mais à ce moment-là, il n'est plus reporter, il est éditorialiste. D'accord. Et juste une question. Quel changement vous voyez entre l'avant et l'avant Ben Ali et maintenant? Il y a beaucoup plus de médias, il y a beaucoup plus de liberté dans le ton, et il y a également beaucoup plus de liberté dans le commentaire. Donc tout a été bouleversé en quelque sorte. Les journaux qui taisaient certaines réalités, aujourd'hui, parlent abondamment de ces réalités-là. De ce côté-là, il y a un gain, c'est celui de la liberté de la presse, que ce soit en termes de commentaires, et là vous avez pu constater la diversité des commentaires qu'on apporte sur une même information. Et il y a aussi la liberté dans le ton, parce qu'on peut être ironique, on peut être malicieux, on peut choisir le ton que l'on désire. Juste une question, ça va faire plaisir à Madame Biardon. Comment on vérifie les sources que l'on a?
Alors on va au CDI. Effectivement, on va au CDI. On va en tout cas vers une base de données ou un centre de documentation pour vérifier ce qu'on a. Ou alors, on se réfère à une agence de presse ou bien à un journal quotidien. Donc, de toutes les manières, la source, elle doit être fiable, c'est-à-dire soit écrite, soit enregistrée. Et c'est ça qui est très important dans le travail du journaliste, parce qu'il faut apporter la preuve de ce que l'on avance. D'accord, merci. Mais merci beaucoup à Thème de cette intervention. Merci à vous pour cette invitation. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était l'interview de Boréal, parce que je le vaux bien. Maintenant, on va écouter Amina qui va nous faire son vide-grenier. Alors vas-y Amina. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, je me suis attardée sur la légende de la boxe, Mohamed Ali, à travers le film de Michael Mann qui s'appelle Ali, donc qui retrace la vie de Cassius Clay. C'est son pseudo, donc qui est paru en 2001. Donc comme je l'ai dit, le film retrace la vie de Mohamed Ali, et donc c'est Will Smith qui joue Mohamed Ali à partir de sa victoire historique sur le champion du monde Sonny Liston. Donc leur combat a eu lieu en 1964. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce combat. Il y a plusieurs anecdotes intéressantes en fait. Donc l'une d'entre elles est celle du Phantom Punch. Donc la légende est bien connue. Au first round, first minute, Ali parvient à mettre KO le champion du monde de l'époque, Sonny Liston, en un seul coup. Pourtant, en regardant les vidéos, je me suis rendu compte qu'on n'arrivait jamais à savoir si Ali avait vraiment frappé son adversaire, parce qu'il avait mis KO, ou si c'était celui-ci qui était volontairement jeté au sol en mimant la victoire en mimant un KO quoi. Ainsi, on pourrait penser que c'était pas un vrai combat, c'est-à-dire que Cassius Clay n'avait pas vraiment battu Sonny Liston et que c'était juste un accord entre Ali et Liston. C'est donc pourquoi on l'appelle The Phantom Punch, donc le coup fantôme. Le film reproduit ainsi fidèlement, notamment grâce à des plans cinématographiques dynamiques, la vie de Cassius Clay, son engagement qui changera son nom pour Mohamed Ali aux côtés du mouvement Nation of Islam et ses relations avec Malcolm X, et enfin son célèbre jeu de jambes. Ainsi, Ali décrit cette technique par la fameuse phrase « float like a butterfly, sting like a bee ». Donc, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Donc, en effet, sur le ring, Ali vole en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il évite les coups de ses adversaires grâce à son jeu de jambes, et quelquefois il décide de frapper son adversaire comme une abeille, c'est-à-dire que le pique, il donne des petits coups furtifs, et ce qui lui permet de mettre ses adversaires KO assez rapidement en fait. En plus d'être un excellent boxeur, Ali avait donc un talent derrière le micro. Et pourtant, quand on voit le film, et c'est la réalité, il est très arrogant. Il insulte ses adversaires, leur hurle à la figure. On peut lire dans un article de New York Times, à la suite de son combat contre Foreman en 1974, qu'Ali avait affirmé que Foreman était humilié après leur combat. Il dit « Je l'ai fait, je vous ai dit qu'il n'était rien du tout. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je le piquerais comme dans les coins du ring. Je vous ai dit que j'allais recevoir tous ses coups. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun talent. Je vous ai dit qu'il n'aimait pas prendre des coups. » Ali était également très arrogant avec Frazier, un de ses plus grands adversaires. D'ailleurs, celui-ci a tellement été insulté par Ali qu'il prend plaisir à savoir que le champion a aujourd'hui la maladie de Parkinson, et invite le public à aller le voir maintenant en affirmant que c'est lui qui l'a rendu malade, c'est lui qui lui a fait ça. « I did that to him », dit-il. Donc c'est un film qui a un grand succès que je recommande fortement. J'ai beaucoup apprécié. Une grosse rivalité donc entre Ali et ses adversaires un peu bafoués. Toi, t'es fan de boxe? Tu suis de temps en temps les matchs? Bien juste non, ceux d'Ali? Pas du tout, mais là, en regardant le film, on me l'a conseillé, et en regardant, ça me donne envie de m'intéresser, oui. Mais bon, en fait, je pense que c'est surtout le personnage qui est intéressant. Ouais, c'est vrai que ça marque, hein, c'est une grande personne. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. On est de retour donc sur Radio Bel Air. J'espère que vous êtes d'attaque pour écouter la suite de notre live d'aujourd'hui. Alors tout de suite, c'est Myriam qui va nous faire son Actu Cultu.
Oui, bonjour à tous. Alors, c'est de séries que je vais vous parler aujourd'hui, et plus précisément des séries de fiction, dont les événements sont basés sur des histoires surnaturelles. Alors, les séries surnaturelles, il y en a plein, dont certaines en sont à leur 8e saison, comme c'est le cas pour Supernatural, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous faire part de ces séries qui seraient plutôt récentes, et qui sont actuellement en cours de diffusion. C'est, par exemple, le cas de Once Upon a Time, une série très récente, qui a vu le jour il y a 1 an, et pour ceux qui connaîtraient pas, je vous la conseille vivement. En bref, la série retrace les péripéties vécues par les personnages que l'on connaît tous, de contes de fées, après qu'ils aient été bannis par la méchante reine et renvoyés vers le monde réel, sans savoir qu'ils sont à la base des personnages de contes de fées. On retrouve alors Jiminy Cricket en psy, Blanche-Neige en prof, Pinocchio en brun ténébreux canon sur moto, le petit chaperon rouge en serveuse sexy, etc. Vous n'êtes donc pas au bout de vos surprises. La 2e saison a repris depuis septembre, et avec l'arrivée de plusieurs autres personnes, comme le capitaine Crochet. Absolument incroyable. The Secret Circle est une autre magnifique série surnaturelle. The quoi? The Secret quoi? Circle. Circle. Le cercle Cercle. sacré. Cercle. C'est comme une sorte de secte en fait entre des sorciers. Bon alors je tenais à informer ceux d'entre vous qui auraient vu la première saison et qui attendent avec impatience la 2e, qu'il n'y en aura finalement pas. Et oui, à notre grand désespoir, CW a décidé de suspendre la diffusion de la série pour pouvoir en faire découvrir d'autres, plus nouvelles. En fait, y a pas assez de gens qui la suivent ou? Oui, en fait, parmi toutes les séries CW, la Secret Circle, c'est parmi celles qui a le moins c'est celle qui a le moins, ok, moins de d'accord. viewers. Enfin, c'est vraiment dommage, surtout vu le suspense qu'ils nous ont laissé à la fin de la première saison, ça se fait pas. Et enfin, c'est pour les mêmes raisons que Gossip Girl va bientôt s'arrêter aussi. Tant Et mieux. oui, n'importe quoi. Plus que 3 épisodes et 3 semaines pour la fin du mythe. Alors ne manquez surtout pas les derniers moments de cette série qui aura marqué toute une génération. Mais il y a que des séries de filles en fait là, tu nous as pas fait de séries de mecs aujourd'hui. Mais bon, alors... Ouais, c'est un enfin, peu dommage, mais c'est pas grave. c'est pas des séries de mecs. Once Upon a Time, c'est pas que des séries de filles. Vas-y, regarde, je suis sûre que tu vas aimer. Bah écoute, j'essaierai peut-être. Si, tu vas aimer. Chaperon rouge en serveuse sexy, franchement. Ça peut avoir du succès. Si, c'est bien. Alors maintenant, merci Myriam, on va écouter Skander qui va enchaîner donc avec sa rubrique HTML. Vas-y Skander, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, news et appli. Alors pour commencer les news, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui c'est un jour très important pour tous les fans de jeux vidéo. Donc je vous pose la question, est-ce que vous savez pourquoi c'est un jour très très important? Non, mais je suis très intéressé soudainement là. En fait c'est un jour très important parce qu'aujourd'hui Nintendo sort une nouvelle console en France, la Wii U. Elle sort aujourd'hui en France. C'est une console qui contrairement à son nom, s'apparente peu à la Wii puisque on revient aux manettes. On a une manette qui s'appelle la Gamepad, mais la différence c'est que sur cette Gamepad, on a un écran, on a un deuxième écran à part l'écran qu'on a déjà sur la télévision. Donc ça permet de faire plein de choses. Par exemple pour les jeux où il y a toutes des mondes qui sont créés, la Gamepad permet d'afficher la carte pour s'orienter. Donc c'est très pratique. Mais ça permet aussi de développer les jeux de cachette et de secret. Où les joueurs ne voient pas la même chose sur leur manette que les autres, donc c'est très pratique aussi. Et ça permet aussi de continuer le jeu sur la Gamepad si quelqu'un d'autre veut voir la télé pendant ce temps. C'est pratique aussi. Ah ouais, c'est une grosse innovation quand Ouais, même. ouais. Et ça a eu Ouais, du ça a l'air succès, sympa. genre ça bouge des foules et tout. Honnêtement, ça vient de sortir, donc on verra dans Mais quelques ça jours. devrait avoir du succès normalement. Ouais, je pense. Mais comparé à la Wii, en fait, les gens ne distinguent pas vraiment l'innovation qui est faite. Mais la plupart des critiques disent qu'une fois qu'on s'y met, une fois qu'on commence à jouer, on voit vraiment que cette Gamepad c'est vraiment un atout supplémentaire par rapport aux autres consoles. Mais ça perd pas un peu son charme, c'est-à-dire, je sais pas, on joue tous sur le même écran alors que là c'est chacun dans son coin. Mais non, c'est pas ça, c'est que l'écran principal il reste. Ah, il reste. Mais quand chacun a même. un écran en plus. Ça Ah, permet ouais. d'avoir, c'est un peu une personnalisation des joueurs, quoi. Ah ouais, C'est- franchement, moi ça Ouais, me ça donne peut être envie. pas mal. Oui, Et, ça a l'air et la manette, on la bouge comme avec une Wii, comme quand on joue au Ouais, il tennis. y a aussi cette possibilité, c'est-à-dire que la Gamepad, l'écran de la Gamepad est tactile. Donc on peut par exemple dans un jeu de bowling, on lance la boule de bowling avec la Gamepad, on fait une translation avec son doigt et elle arrive sur l'écran tout d'un principal. coup. Ouais. Ah Pas ouais, mal, mais elle est ça. branchée la manette à la console, c'est pas. Non, elle est pas branchée, elle Ah. est sans fil. Ok, d'accord. Ok. Donc continue. C'est une console qui intervient évidemment dans les périodes de fête pour faire plus de profit. Donc on pense que ça va avoir un certain succès. Par contre, Nintendo a choisi de sortir cette console pendant qu'on a les dernières informations sur la prochaine Xbox. Donc ça risque de
plutôt ralentir les ventes. Et par rapport au prix, c'était beaucoup plus cher que la Xbox ou l'inverse? Par rapport au prix, je pense que le prix normal pour une console, je pense qu'en fait il y a deux modèles de Wii U. Il y en a une qui est à 300 € et quelques, et le modèle premium, il est à 400 € et quelques. Ça revient un petit peu cher quand même. Ouais, c'est un Mais peu c'est cher. normal parce que c'est à la fois une tablette et... Ouais, et c'est une nouvelle console. Elle vient de aussi. sortir, ouais. C'est une DS, quoi. C'est une DS que. Ouais, une fois qu'on débranche l'écran, ça devient une DS Et elle complètement. est tactile, donc mieux qu'une Ouais, DS. c'est tactile. Non, La DS est Ah oui. est tactile. Une espèce d'inculte. on passe maintenant à l'appli de la semaine. C'est une appli que vous connaissez certainement déjà. Certainement. Mais je pense que c'est très important de la faire connaître parce que là, franchement, on est dans les genres d'appli qui est vraiment utile. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre votre téléphone ou quoi que ce soit. Oh, plus qu'une fois, ouais. Ouais. Voilà, Toujours. ça arrive à beaucoup de monde. Et cette appli sur iPhone, elle est vraiment bien parce qu'elle permet, à travers votre compte iTunes, de retrouver votre téléphone à partir d'un autre appareil Apple. C'est-à-dire qu'à travers cette application, vous allez pouvoir faire sonner votre téléphone, si vous l'avez perdu sous le coussin ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir faire afficher un message sur l'écran, au cas où quelqu'un l'aurait trouvé et ne saurait pas à qui le rendre. Et vous pourrez aussi effacer tout votre contenu de l'iPhone pour que personne ne puisse accéder à vos données. Avec un autre appareil Apple en fait. Et il n'y a pas un système de GPS aussi pour avoir la localisation? Oui, c'est ce que j'allais dire. Téléphone. Si le téléphone est branché à Internet, on peut également localiser où il se trouve et localiser la personne qui l'a pris. Bon, évidemment, ça pose un problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas deux appareils Apple et qui peuvent pas se connecter sur leur compte iTunes à travers un autre appareil. Deuxième problème, c'est que en Tunisie, une fois que quelqu'un a volé un iPhone, si tu l'affiches le message comme quoi c'est toi qui l'as perdu, il va pas pour autant venir te le rendre. C'est pas. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est arrivé à Cyprien, non? Il a même fait une vidéo dessus Oui. pour ceux qui Ouais. l'ont vu. Ouais, il a fait vol. une vidéo, ouais. Ouais, exact. Dans laquelle il cite l'application d'ailleurs. Bon bah merci Skander. Alors on va finir le live d'aujourd'hui comme toujours avec Hawkscalibur et Bazooka. Donc c'est moi qui commence cette fois. Alors le Hawks de la semaine, c'est celui de l'annonce d'un père qui sur Facebook a écrit des messages désespérés comme quoi son enfant aurait été enlevé, sa petite fille de 22 mois, dans les bras de sa mère par deux inconnus, et qui a demandé de faire circuler le message au maximum. Alors bien sûr, c'est ce que les internautes ont fait sur les réseaux sociaux, tout ça, ça fait un gros buzz, ça a beaucoup fait parler. Et moi, si j'ai voulu en parler aujourd'hui, c'est parce que je voulais que les gens s'aperçoivent que c'est pas forcément la meilleure idée du monde quand votre fille se fait enlever d'aller en parler partout sur Facebook quand vous savez plus où est votre enfant, parce que ça peut avoir beaucoup de conséquences après pour vous, pour votre enfant, pour votre famille, etc. Parce que faire le buzz, ça dure longtemps déjà, ça peut durer des années, et puis c'est pas forcément positif. Il y a plein de gens qui en ont souffert après. Je sais pas, je donne l'exemple par exemple d'une jeune fille qui avait fugué. Ses parents avaient paniqué sur le moment. Ils avaient fait une annonce sur Facebook qui a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde en parlait sur Internet. 2 jours plus tard, elle est revenue. Et puis après, tout le monde parlait d'elle pendant super longtemps. Et c'était une jeune fille assez fragile. Au bout d'un moment, elle en avait tellement marre qu'elle s'est suicidée. Donc voilà, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Alors il vaut mieux quand vous voyez ce genre d'annonce, ou bien si jamais il vous arrive un malheur comme ça, référez plutôt aux autorités officielles plutôt que de céder à la panique et d'utiliser tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, parce que ça peut avoir vraiment des conséquences assez dramatiques, et puis c'est pas forcément la meilleure chose à faire sur le moment. Il faut alors donner un iPhone à son fils pour pouvoir utiliser l'application géolocalisée. Très bonne idée, Gaston. Voilà, pour Achète vous tous des rassurer, sinon en ce qui concerne la petite fille dont je vous parlais à l'instant, elle a été retrouvée sous un arbre dans une forêt quelques jours plus tard. D'ailleurs, c'est sa mère apparemment qui l'a abandonnée là-bas. Donc je vous laisse imaginer après tout le bruit que ça a fait, les gens qui la voyaient après, oh c'est pas toi la petite fille que sa mère l'a abandonnée, je sais pas quoi. Et puis sa mère qui a été placée en garde à vue après, enfin bref, le père, tout le monde le connaissait, c'était pas super joyeux après. Elle s'est pas encore suicidée celle-là. Non, pas encore. On espère que ça finira bien. C'est un peu jeune, 22 mois. C'est pas faux. Alors ensuite, le deuxième hoax dont je vais vous parler, mais pas très longtemps, c'est celui
qui concerne Palmacho. Alors à la fin de la saison 2, tout le monde pensait que Palmacho c'était fini, ça y est, qu'on pouvait tourner la page et qu'il y aurait pas de saison 3. Alors ils sont venus les détromper puisque Palmacho a repris. Mais c'est Shadé qui va vous en parler, je pense. Et oui, donc le Palmacho a repris. Comme tu l'as dit, on pensait jamais les revoir. Pour eux, ils étaient arrivés au sommet. Ils ont préféré arrêter à ce moment-là parce que pour eux, s'ils auraient continué, ils pensaient ne plus nous faire rire autant en fait. Et donc ils pensaient arrêter. Mais Grégoire Ludig et David Marseille se reviennent. Pour ceux qui ont vu le trailer, franchement, il est à la hauteur de nos espérances. Ouais, je confirme. Ouais, il était très marrant. Et donc on a appris que déjà leur émission change de nom, c'est D8 et non plus Direct 8. Et puis en fait là maintenant ils vont varier les contenus de ce qu'ils font. C'est-à-dire avant c'était plutôt des vidéos gags, genre Palmacho, Very Bad Blague. Ben maintenant en fait ils pensent faire des sketchs, des shows en plus des vidéos gags. Et donc leur dernière vidéo est déjà sortie. Elle s'appelle Quand on présente sa copine. Et franchement, je vous conseille de regarder. Je veux pas vous gâcher le plaisir. C'est vraiment très agréable à regarder. Ouais, je l'ai vu aussi. Elle est vraiment drôle, hein. Les femmes qui sont dans Very Bad Very Bad Blague, elles s'appellent comment? Je sais pas. Je peux te le dire à la prochaine fois qu'on se voit si tu veux. Je ferai des recherches. Voilà, donc n'hésitez pas à retrouver cette vidéo, le trailer, donc et leur première vidéo, qui sont vraiment très sympas, hein. Je les ai vus, on les a tous vus ici. D'ailleurs, on s'est fait un bon fou rire avant de vous faire le live d'aujourd'hui. Ah oui. Je vous conseille vivement d'y aller. Voilà, c'était le dernier article d'aujourd'hui. Ça nous a fait très plaisir et j'espère que vous en prendrez autant en nous écoutant. N'hésitez pas à faire tourner, à parler à vos amis de la radio et puis ciao, à la prochaine à tous. Au revoir.